Pour des raisons de temps, j'aurais suggéré qu'on soit le plus précis possible et le plus synthétique possible pour nous permettre vraiment de rester dans le temps. Parce que nous avons accusé un très grand retard en démarrant. Merci, Nyanya. Merci, monsieur le modérateur. Et permettez-moi au moins de remercier Action contre la faim pour notre début de collaboration qui nous permet d'avoir cette opportunité pour faire une dissémination de l'Alliance des dirigeants africains pour la nutrition. Ça va être une petite répétition pour les participants avec qui nous étions hier à Salir, mais on a trouvé quand même opportun de revenir sur ça pour permettre à tous les participants ici d'avoir une bonne compréhension de cette initiative des dirigeants africains pour la nutrition. Alors, donc, je vais faire très rapidement une brève présentation de cette initiative des leaders africains pour la nutrition et puis maintenant faire le focus sur le tableau de bord continental pour la responsabilité en matière de nutrition. Notre collègue Anne-Sophie vient de faire une présentation sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais cette initiative prend en compte toute l'Afrique. Et vous allez voir que nous avons les mêmes défis partout en Afrique. Et puis faire des recommandations et vous parler des prochaines étapes. Alors, je ne vais pas revenir sur la situation en Afrique, parce que Anne a déjà fait le point par rapport à cette préoccupation de la malnutrition au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais je voudrais vous dire que nous avons cette même préoccupation au niveau Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 8 millions d'enfants en Afrique qui ont accusé un problème de retard de croissance. Donc, pour vous dire que c'est une problématique à tous les niveaux, qui interpelle les gouvernements, la communauté internationale à mieux prendre en compte ces défis. Parce que, comme vous le savez tous, le retard de croissance impacte sur l'épanouissement éducatif de l'enfant, mais également sur son devenir par rapport à sa productivité. Et c'est ce contexte préoccupant qui a initié, donc incité la mise en place de cette initiative qu'on appelle l'initiative des leaders africains pour la nutrition. Et cette initiative a été mise en place par le président de la Banque africaine de développement, Dr Adesina, et l'ancien président du Ghana, John Kufuor, et Feu Kofi Annan. Donc ces trois personnes se sont réunies pour penser à comment ils peuvent mettre leur profil pour aider les gouvernements à mieux prendre en compte cette problématique de la malnutrition. D'autres éminentes personnalités se sont joints à ce trio-là pour renforcer, en tout cas, cette initiative au plus haut niveau. Et ce qui est attendu de cette initiative, c'est de pouvoir engager les chefs d'État, parce que tout à l'heure, je l'ai entendu dire que nos gouvernements doivent prendre à bras le corps cette problématique de la malnutrition. Les gouvernements doivent faire de la nutrition une priorité nationale. Donc cette initiative-là s'adresse aux chefs d'État africains, aux gouvernements, pour utiliser leur profil, leur influence et leur prestige pour faire un plaidoyer au plus haut niveau en faveur des investissements sur la nutrition. Alors, cette initiative des dirigeants africains pour la nutrition, permettez-moi juste de dire que ALN, c'est African Leaders for Nutrition Initiative. Donc, comme c'est facile de dire ALN, donc tout le monde s'est accordé de dire ALN. Alors, donc, cette initiative-là a été présentée l'année passée, en janvier 2018, lors du sommet de l'Union africaine, et qui a été donc endossée par les chefs d'État et leur gouvernement de l'Union africaine. Et aujourd'hui, un secrétariat a été mis en place pour coordonner toutes les activités de cette initiative. Alors, qui sont les membres fondateurs de cette initiative? Donc, je viens de citer déjà 3. Nous avons des fondations également, comme la fondation Dangote, nous avons la fondation Graça Martial, nous avons également Bill et Melinda Gates aujourd'hui qui soutient
financièrement cette initiative au plus haut niveau. Nous avons également des présidents actuels et anciens présidents qui ont aussi joint cette initiative avec l'Union africaine. Alors, actuellement, nous avons enrôlé 3 nouveaux champions. Nous avons enrôlé son Excellence, M. Kaboré, qui est le président de la République de Burkina Faso, qui a joint cette initiative au plus haut niveau pour être champion, n'est-ce pas, de la nutrition. Nous avons aussi la première dame de la République de Ghana, qui également est devenue champion de la nutrition, et Sa Majesté le roi Lesti III du Lesotho. Alors, d'habitude, on nous pose la question à savoir, qu'est-ce qui vous motive à enrôler ces nouveaux présidents-là? Tout à l'heure, on va y revenir. Et nous avons d'autres présidents qui sont sur la liste, à savoir le président de la Tanzanie, Rwanda, et le directeur général de Havas Plus, qui sont déjà dans le processus d'être enrôlés comme nouveaux champions pour la nutrition. Alors, qu'est-ce que nous attendons de cette initiative ALN? C'est d'élaborer un tableau de bord continental sur la nutrition pour permettre d'avoir un aperçu global sur tous les pays africains par rapport aux initiatives au niveau régional et au niveau mondial où les chefs d'État avaient déjà ratifié pour l'atteinte de ces objectifs. Donc ce tableau de bord-là permettra de traquer tous les pays africains où ils en sont par rapport aux objectifs à atteindre. Et nous avons la déclaration de Malabo de 2014, nous avons les indicateurs de l'Assemblée mondiale de la santé et nous avons également l'objectif des ODD. Donc, il est attendu chaque année de faire une revue annuelle du tableau de bord continental qui va être présenté au niveau lors de l'Assemblée annuelle de l'Union africaine. Il est attendu également par l'ALN, qui est soutenu par un secrétariat, de faire une revue annuelle de rapports sur les argumentaires en faveur, n'est-ce pas, de la malnutrition. Donc ça, nous sommes en train d'y travailler avec des partenaires. Peut-être j'ai oublié de mentionner que le secrétaire de ALN travaille avec un sous-groupe technique un peu partout en Afrique. Et dans ce sous-groupe-là, nous avons pratiquement toutes les représentations. Nous avons le système des Nations Unies, nous avons des institutions comme Allemagne, NEPAD, nous avons, pour ne citer que cela. Donc c'est un groupe vraiment technique qui représente un peu l'Afrique. Et c'est avec ce groupe-là que le secrétariat travaille pour l'élaboration du tableau de bord continental, mais également pour le rapport économique sur les argumentaires économiques en faveur de la nutrition. Et le troisième point, c'est l'enrôlement des chefs d'État. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'il faut augmenter les ressources domestiques. Et pour cela, il faut vraiment sensibiliser au plus haut niveau les chefs d'État et le gouvernement. Donc, ce sont les 3 points qui sont attendus. Ce tableau de bord continental que je vous invite, pour ceux qui l'ont, désolé parce qu'on n'a pas pu avoir tout, hein, pour tout le monde. Le tableau de bord est là. Donc, qui a été lancé en février 2019, cette année donc, lors de l'Assemblée mondiale de l'Union africaine, où les chefs d'État l'ont endossé. Et aujourd'hui, nous avons Sa Majesté, le roi de Lesotho, donc, qui a présidé donc, ce lancement. Alors, voilà, le tableau de bord est là, que vous voyez, pratiquement rouge. Rouge veut dire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ça inquiète tout le monde. Ma collègue Anne-Sophie vient d'en parler. C'est une question maintenant qui se pose à tous les niveaux. Nous avons les initiatives au niveau régional, au niveau continental, au niveau mondial. Nous avons les ressources pour y travailler, mais pourquoi on n'arrive pas à faire, en tout cas, renverser les tendances? Alors ça, c'est des indicateurs en rouge pour montrer qu'on est sur la bonne voie. Jaune, en progrès, mais reste à faire des efforts. Le vert, ça dit qu'on est sur la bonne voie. Et si vous voyez en général, c'est le rouge qui domine partout en Afrique. Alors, le processus d'élaboration de ce tableau de bord, très rapidement, ça a été fait, comme je l'ai dit, par des consultations avec différentes organisations, hein, notamment Allemagne, NEPAD, CEN, UNICEF, FAO, OMS, etc., IFPRI, WFP, la Ventrave, et on a mis en place un sous-groupe
techniques avec qui on a travaillé sur tout le processus jusqu'à l'élaboration de ces documents-là. On a fait également des consultations avec des pays qui ont déjà fait l'étude de la faim, qu'on appelle Koha Country. On a identifié 18 indicateurs au départ, à partir d'une liste très longue de 80 indicateurs. Et ces indicateurs ont été répartis en 4 catégories. On a défini ensemble les seuils selon les recommandations de l'OMS et l'UNICEF, mais également avec des tricolores pour pouvoir mieux ressortir en tout cas les performances. Et on a utilisé plusieurs sources de données pour faire donc ce tableau de bord-là. Alors, quels sont les défis au niveau continental? Aujourd'hui, le problème du retard de croissance reste pendant, aussi bien, comme l'a expliqué ma collègue au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais de manière globale. Aujourd'hui, la moitié des pays africains ont dépassé le seuil de la prévalence de 30%, que l'Organisation mondiale de la santé juge préoccupant. Nous avons seulement 7 pays africains qui ont une faible prévalence, donc en deçà de 19%. Si nous regardons l'anémie, en tout cas, a attiré l'attention de tous les participants lors de ce lancement à Addis Abeba. Parce qu'il n'y a que cet indicateur-là où on n'a pas eu de vert. Tous les pays pratiquement ont un problème relatif à l'anémie. Même les pays, en tout cas, généralement, où on n'a pas de problème, n'est-ce pas, de retard de croissance. Donc ça veut dire que cet indicateur mérite, en tout cas, à ce que tout le monde au niveau international, qu'on y pense pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de cela, malgré toutes en tout cas, les interventions à haut impact, que les pays aujourd'hui ont une bonne maîtrise. Si vous l'émaciation, généralement, pour la majeure partie des pays, ils ont fait des progrès. Ils sont sur la bonne voie. Ça, déjà, c'est à saluer également. Mais là où on est vraiment, où l'Afrique vraiment fait beaucoup actuellement d'efforts aujourd'hui, c'est par rapport à l'allaitement maternel exclusif. En tout cas, qui est le premier pilier pour donner l'enfant sa chance d'avoir, en tout cas, une croissance, une bonne croissance. Une croissance optimale, comme on dit. Et aujourd'hui, on a 18 pays qui ont déjà dépassé l'objectif d'un taux d'allaitement maternel d'au moins de 50% recommandé par l'OMS. Et 10 affichent des taux variant entre 37 et 48 ans. 48%, autant pour moi. Et ce qui est essentiel et important par rapport à ces efforts-là. Il y a aussi, par rapport à l'obésité, 30 pays qui ont une prévalence très faible. Mais cela reste un grand défi, comme l'a tout à l'heure mentionné Anne, parce qu'il y a le phénomène de l'urbanisation et le changement de monde alimentaire. La supplémentation à vitamine A également est à saluer, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur 20 pays africains qui ont atteint le seuil minimal de 70% fixé sur la supplémentation en vitamine A.
et tout le monde sait que le fer est important pour réduire la morbidité et la mortalité, n'est-ce pas, chez l'enfant. Alors, aujourd'hui, il nous reste maintenant, par rapport à ce tableau de bord-là, à faire sa validation au niveau du comité technique spécialisé, au niveau des ministres, qui se passe tous les ans à Addis Abeba. Donc nous sommes dans le processus de finaliser ce document pour le présenter à tous les ministres en juin à Addis Abeba. Les indicateurs vont être débattus là-bas, de leur pertinence, les indicateurs qui doivent représenter l'Afrique, le continent. Et une fois que ces indicateurs sont validés, donc chaque année, nous allons présenter ce tableau de bord-là lors du sommet de l'Union africaine et les chefs d'État seront redevables. Il y aura des recommandations qui vont être suivies chaque année pour voir où nous en sommes par rapport à ces indicateurs. Déjà, ça, c'est un grand pas parce que ça va nous permettre de mieux suivre, en tout cas, la redevabilité par rapport aux chefs d'État. Les chefs d'État ont signé des déclarations. Aujourd'hui, il faut qu'ils soient redevables par rapport à leur signature. Ce n'est pas seulement de signer, mais également de faire le suivi. Donc, nous allons voir où nous en sommes par rapport aux indicateurs relatifs à Malabo, où nous en sommes par rapport aux indicateurs relatifs, n'est-ce pas, les indicateurs de l'OMS et également les ODD. Donc nous allons les présenter, ces indicateurs, et chaque président va regarder où il en est par rapport, n'est-ce pas, à l'horizon 2025 et l'horizon 2030. Nous allons aussi faire le scoring, parce que c'est le scoring qui nous permet aujourd'hui de savoir combien de points chaque pays a gagné par rapport à un indicateur, combien de points il leur reste pour atteindre les targets. Maintenant, par rapport aux recommandations aux chefs d'État que nous avons partagées lors de ce lancement de ce tableau de bord, il a été mentionné une augmentation des allocations budgétaires en fonction des besoins pour la mise en œuvre des plans nationaux, des plans de nutrition multisectorielle. Ça a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que l'approche doit être une approche multisectorielle. Mais aujourd'hui, on voit des pays qui ont des problèmes pour mettre en œuvre ce plan national multisectoriel parce qu'ils n'ont pas les besoins en termes de budget pour pouvoir couvrir. Donc, il a été adressé au chef d'État, en tout cas, de mieux prendre en compte cette ligne budgétaire domestique pour pouvoir permettre au pays de mettre en œuvre le plan multisectoriel. Mais également de veiller à la redevabilité sectorielle. Parce que les plans sont là, mais généralement, il y a des secteurs qui se disent qu'ils n'ont pas les moyens ou bien le temps pour pouvoir faire de la nutrition. Alors que c'est juste de pouvoir travailler, d'avoir des indicateurs clés et si on reçoit par exemple un budget pour pouvoir adresser des indicateurs, d'être redevable à ces indicateurs et de faire un suivi pour pouvoir évaluer aussi les performances par rapport à chaque indicateur. Et je crois que ça a été vraiment relaté, en tout cas lors de ces discussions-là. Et aussi renforcer l'autonomisation des femmes, des adolescentes en les encadrant notamment au moins les plus difficiles, les plus critiques de leur vie pendant la grossesse et la petite enfance. Notre représentant de la FAO devrait être là pour qu'elle sache que, en tout cas, la femme est au cœur de tout ce que, en tout cas, les partenaires font. Voilà, maintenant je voudrais juste relater notre collaboration qu'on est en train de finaliser avec Action contre la faim. Et nous avons commencé cette activité depuis hier et nous allons discuter sur une feuille de route conjointe. Les réflexions ont déjà démarré pour faire un suivi de la redevabilité des chefs d'État et leur engagement au niveau mondial et continental. Et nous le ferons en collaboration avec le réseau de seuls les parlementaires et autres également. Et comment également nous devons enrôler les nouveaux chefs d'État. C'est pour ça que je suis très contente de voir qu'il y a dans cette salle aussi les représentants du corps diplomatique. Renforcer le plaidoyer en faveur de la nutrition à travers, n'est-ce pas, différentes instances. Mais aussi comment faire aussi, en tout cas, faire une coordination pour pouvoir mieux adresser cette question du suivi budgétaire avec ACF et faire le tracking aussi des budgets alloués à la nutrition spécifique et sensible pour la redevabilité des sectoriels. Voilà un peu résumé ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Ndiaye. Je pense que la BAD est considérée comme acteur principal de la nutrition en ce moment. Vous avez à plusieurs reprises donné un message fort
aux différents acteurs pour exprimer votre disponibilité à les accompagner. Et le niveau aussi de financement des projets de nutrition dans la région a fortement augmenté. Et nous saluons aussi votre approche d'utiliser les chefs d'État et de gouvernement afin que des investissements plus soutenus puissent sortir des pays. Vraiment, nous sommes ensemble avec vous et nous saluons aussi l'initiative que vous venez de prendre avec ACF pour formaliser votre collaboration. Sans plus tarder, nous allons donner la parole aux représentants du mouvement SEN. Je pense que c'est Seydou. Il est là. Ah, secrétaire SEN. Madame, vous avez la parole. Merci. Pour des questions de timing, je vais essayer de faire aussi bref que possible. Je voulais remercier l'UNICEF pour sa présentation très éloquente. On connaît tous les chiffres au niveau des pays, au niveau régional. Effectivement, c'est assez alarmant. Il y a beaucoup de rouge. On s'anime souvent plus facilement par rapport à la phase visible de la malnutrition, tout ce qui est la malnutrition aiguë, sévère, etc. Et le grand public n'a pas assez conscience de la gravité de la faim cachée. On parle de retard de croissance, mais ce n'est pas forcément un problème de taille, c'est vraiment le problème des effets irréversibles de cette forme de malnutrition, de la mortalité, du retard de développement cognitif dont on parlait, qui ensuite a effectivement un impact sur la productivité économique, sociale et autres, et qui gangrène en fin de compte le développement de tout un pays. Donc, surtout quand on a une population des moins de 25 ans qui fait à peu près 60% de la population, des jeunes en malnutrition chronique, c'est vraiment 50 ans de développement qui sont compromis. Donc autant dire que les objectifs pour le développement durable, ou même 2063, ça peut devenir compliqué. Donc voilà, c'est la raison d'être du mouvement SEN, de s'attaquer à toutes les formes de malnutrition et attirer l'attention sur la gravité de la malnutrition chronique et appeler interpeller les gouvernements à prendre en compte l'importance de ce qu'on appelle l'infrastructure grise. On a parlé des causes rapidement, on n'a pas besoin d'en reparler, mais effectivement, on est là aujourd'hui tous parce qu'on est d'accord sur une chose, il vaut mieux prévenir que guérir. Les causes, elles sont compliquées, c'est vraiment une question complexe. C'est à la fois l'alimentation insuffisante en quantité, en qualité, en diversité. Ce sont les maladies, ce sont aussi les pratiques alimentaires. On a parlé d'allaitement maternel exclusif pour tout un tas de raisons. L'importance de cette pratique est mal connue pour l'avenir des enfants et d'une population. C'est aussi les filles et les femmes qui, elles-mêmes mal nourries, anémiées, transmettent le fardeau de la malnutrition d'une génération à l'autre. C'est autour de ça qu'on est réunis aujourd'hui, que les différents pays du mouvement SEN se sont réunis, que les acteurs des réseaux du mouvement SEN se réunissent. C'est pour s'attaquer à ces causes, en ayant pris conscience qu'il y avait vraiment besoin d'une approche conjointe de tous les secteurs dont on a parlé, donc santé, agriculture, éducation, famille, eau, etc., affaires culturelles dans certains pays, voilà. Et puis également, sous le leadership des gouvernements, tous les acteurs, donc la société civile qui est ici en grand nombre aujourd'hui, les Nations Unies, le secteur privé, les donateurs, les parlementaires évidemment, les journalistes, les académiciens, etc. Et c'est un petit peu la raison d'être du mouvement SEN. On sort d'un atelier excellent de 3 jours qui a été organisé par ACF avec les réseaux de la société civile de 17 pays de la région sur qu'est-ce que la nutrition peut faire pour les ODD et vice-versa, qu'est-ce que les ODD feront pour la nutrition, où vraiment on a réfléchi de manière très intense et concrète et créative sur comment mettre en œuvre cet agenda multisectoriel dont on parle. Voilà, donc l'approche, c'est quand on veut, on peut. Là, on a vraiment fait son mandat et on le remercie parce que on ne fera rien sans une volonté politique de haut niveau. Mais maintenant, il faut faire plus et ce sont nous, dans la salle, qui sommes là pour ça. Il y a beaucoup à faire au niveau institutionnel, on en parlait, l'institutionnalisation de la nutrition, au niveau législatif, au niveau des interventions, coordination, des financements, etc. Ce sont les 4 objectifs stratégiques de notre mouvement et surtout des pays membres du mouvement et des acteurs de ces pays
qui sont engagés derrière ces 4 objectifs. Donc se rassembler, toute catégorie d'acteurs confondus pour la nutrition derrière le leadership des gouvernements. S'assurer qu'il y ait une meilleure cohérence des cadres législatifs, donc beaucoup de législation sectorielle, mais encore très peu de plans multisectoriels pour la nutrition. S'assurer que ces cadres sont vraiment mis en œuvre et développer des plans de travail avec des rôles et des responsabilités identifiés pour chacun d'entre nous pour justement mettre en œuvre ces interventions et aller vers un vrai impact dans les communautés dont on parlait, parce que c'est là que les choses vont bouger, vont se faire. Et puis finalement, effectivement, là où le bas blesse, augmenter les financements pour la nutrition. On a parlé de cet impératif, on a aussi parlé de l'importance d'augmenter les financements domestiques. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent qu'on pourrait mieux utiliser. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus déjà. Il y a des budgets engagés qu'on peut beaucoup plus facilement rendre sensibles à la nutrition et efficaces pour la nutrition pour avoir de meilleurs résultats. Le Sénégal donne un très bon exemple de volonté politique de par l'ancrage, la coordination de la nutrition. Un exemple qui est partagé avec d'autres pays dont on a discuté pendant ces 3 jours et qui est assez inspirant. Le Sénégal commence aussi à avoir vraiment des résultats sur le terrain par rapport à son travail sur la décentralisation de la coordination. Et c'est très inspirant. C'est vraiment vers soi qu'on veut aller tous pour changer. Maintenant, je voudrais rebondir sur une question du coordonnateur du CLM, de la CLM, pardon. Comment s'organiser ? Et je pense qu'effectivement, le moment est venu de réfléchir à une approche régionale ou sous-régionale. C'est pour ça qu'on est ici, et c'est pour ça que les gens qui sont ici ont été choisis. J'ai beaucoup aimé la proposition d'un réseau d'apprentissage. Effectivement, il y a des besoins d'échanger, d'apprendre des uns des autres. On a des succès, et peut-être encore plus important pour aller de l'avant, on a des échecs dont il faut tirer des leçons et les partager. Il y a beaucoup à discuter sur comment faire un plaidoyer efficace, comment analyser les budgets de nos gouvernements pour vraiment comprendre ce qui sert à la nutrition ou ce qui est pour l'instant stérile pour la nutrition, mais qui pourrait l'être à l'avenir. Il y a à comprendre comment est-ce qu'un plan multisectoriel peut vraiment être développé, comment la nutrition multisectorielle peut s'institutionnaliser dans les gouvernements et avec la participation de tous les acteurs nutrition, et surtout comment est-ce que ces bonnes pratiques et ces processus importants peuvent être décentralisés pour vraiment avoir des résultats au niveau des communautés et notamment des personnes les plus vulnérables dans les communautés. Je voulais applaudir l'UNICEF pour l'approche qui était suggérée, proposée, ainsi que tous les collègues qui ont parlé avant moi. On est vraiment sur la même ligne. Il y a beaucoup à faire, il y a à apprendre les uns des autres, et il faut vraiment joindre nos forces par rapport à ce qui est plaidoyé auprès de nos dirigeants. Parce que les enjeux ne sont pas toujours compris encore, il y a encore beaucoup à faire, auprès de nos parlementaires, auprès de nos institutions respectives, chacun, parce qu'on est en ligne, mais il y a des collègues qui travaillent encore dans des secteurs très spécifiques, qui ont une vision différente, qui n'appartient peut-être pas encore à l'ère des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030. Donc il y a encore ce travail à faire, c'est notre responsabilité à nous tous. J'ai été vraiment inspirée par les 3 jours avec la société civile, l'énergie, la volonté, la créativité que j'ai sentie, les connexions que j'ai vues se faire entre ces 17 pays. Et je voulais encourager l'idée de cette communauté, ce réseau d'apprentissage, vous dire qu'on le soutient pleinement. C'est quelque chose qui est effectivement nécessaire et surtout pour porter une voix régionale forte, une voix multisectorielle et une voix multi-acteurs dans de nombreux forums tels que, par exemple, pour commencer le mois prochain, le forum régional de développement durable à Marrakech. C'est le genre d'instance où on a besoin d'une voix qui soit répétée en écho, en sono par différents acteurs pour qu'on arrive à faire passer ce message sur le besoin d'une approche multisectorielle et inclusive à la nutrition. Donc voilà, mes messages, c'est vraiment rassemblons-nous, et il y a vraiment une raison d'être à une action régionale de nous tous, et nous sommes tous champions de cette approche multisectorielle de la nutrition au sein de nos institutions. Il faut qu'on se retrousse les manches. Merci madame. Nous avons une proposition de prendre une pause café et de revenir terminer les présentations. Je pense qu'il est midi. Madame, vous pouvez vérifier si la pause est prête?
En attendant, bien entendu, je peux demander aux représentants des parlementaires de se préparer pour faire sa présentation. Bon, merci, mais je n'ai pas de présentation en tant que telle, je vais intervenir seulement. Tout à fait, votre message. Je pense que vous pouvez même y aller. Apparemment, la pause n'est pas prête. Merci. Dr Ndiaye, Thiam, c'est ça? Ok. Je voudrais d'abord féliciter Action contre la faim pour, une fois de plus, cet exploit de réunir plusieurs acteurs de domaines différents sur un thème, la nutrition. Et je ne peux pas revenir sur les interventions qui sont déjà faites et remercier l'UNICEF pour ces données, je dirais scientifiques, qu'ils ont pu présenter et à l'initiative des chefs d'État pour la nutrition également qui a édifié cette présentation. Nous, en tant que parlementaires, c'est de rassurer l'ensemble des acteurs que nous allons jouer notre partition. Nous sommes dans un regroupement où chacun doit jouer un rôle et nous, les parlementaires, nous allons jouer notre rôle. Notre rôle est certes connu, ça ne va pas sortir des 3 rôles régaliens qui relèvent donc des parlementaires, à savoir légiférer, voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Nous allons jouer pleinement notre rôle. À travers cette loi clé qui est la loi des finances, depuis les débats d'orientation budgétaire jusqu'au vote des lois des finances, nous allons jouer notre rôle pour que la nutrition ait sa place dans les lois des finances au niveau de nos pays respectifs et dans la sous-région, afin que la nutrition puisse connaître un financement domestique accru. Et nous allons aussi contrôler l'action du gouvernement parce qu'il y a l'ensemble des partenaires qui mettent les mains à la poche pour financer des actions de nutrition et des interventions sur le terrain. Il faut que nous, en tant que parlementaires, disposant du droit de contrôler la gestion, les actions du gouvernement, que nous puissions jouer notre partition à ce niveau. Et nous allons le faire. Nous sommes en concertation, nous échangeons des informations régulièrement et nous pensons qu'au niveau de nos pays respectifs, nous allons, soit à travers des questions orales, interpeller le gouvernement, soit à travers des missions d'information, aller rendre visite à certains secteurs ou à certains départements ministériels pour qu'ils nous rendent compte, ou à travers, au meilleur des cas, des enquêtes parlementaires pour, en tout cas, mettre en évidence tel ou tel domaine qui ne fonctionne pas bien. Nous, je rassure, moi et mes collègues parlementaires, nous allons jouer notre rôle. Mais j'ai un dernier appel à lancer, c'est que nous qui sommes là, représentants des organisations de tous les domaines, nous avons eu la chance. Nous sommes des experts, des domaines différents. Mais quelle est la chance que nous voulons donner aux générations futures? Il a été évoqué tantôt le retard de croissance, les carences en micronutriments, qui sont des facteurs qui détruisent énormément les tout-petits et par conséquent qui livrent à l'ensemble de la société peut-être des ressources humaines non compétentes ou qui deviennent carrément une charge pour la société. Il faudrait que nous ayons un sens pour laisser un héritage à cette génération future. Et je suis convaincu que le meilleur héritage que nous puissions laisser pour les générations futures, ce n'est pas seulement d'investir dans les infrastructures routières, dans les infrastructures culturelles, mais aussi c'est d'investir dans la nutrition pour que les générations futures puissent avoir des compétences à même de nous remplacer, à même de donner aussi
le relais à d'autres générations qui vont suivre. Je vous remercie. Merci, honorable député, pour votre brillante et très synthétique intervention. Nous avons aussi bien entendu votre message et nous comptons sur vous, comme toujours. Sur ce, je vais vous proposer une pause de 5 à 10 minutes, n'est-ce pas, pour permettre à l'organisme de se régénérer un peu, et nous allons revenir pour terminer les présentations. Olaï Ventrai va se préparer pour présenter. Merci et bonne pause.